Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment s'est passée ta semaine ? Salut, ça s'est bien passé, grosse semaine de travail, mais j'ai malgré tout eu l'occasion de continuer Starfield, le jeu qui cannibalise tout mon temps en ce moment. J'ai également regardé la série Planète que j'ai dévorée en 2 jours et je ferai justement mon sujet dessus. Au-delà de ça, c'était plutôt calme en tout cas. Et toi ? Eh ben écoute, j'ai joué à F099, le petit shadow drop du Nintendo Direct, où ils nous ont donné la possibilité de jouer au vieux F0 de Super NES, un petit peu retravaillé, mais en mode Battle Royale. Donc on est 99 et il faut arriver jusqu'à la ligne d'arrivée et ça c'est hyper addictif. Mais sinon Kira, tu sais que je suis aux anges, j'ai vu la bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth et mon cœur s'est arrêté de battre. Et quelle bande-annonce! Oh là là, quelle bande-annonce! Donc j'ai préco la collector forcément, mais franchement la bande-annonce quoi, elle est magique. C'est vrai que la bande-annonce a enterré tout ce qui a été présenté au State of Play, je trouve. C'était vraiment... c'était la Square Enix, on peut dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands quoi. Ah ouais, franchement, la mise en scène, les musiques, c'était parfait. Et quand même, il y a eu le DLC de Resident Evil 4, Ada Wong, qu'on a tous les deux envie de faire, mais bon, voilà, on manque de temps. Il y a beaucoup trop de trucs à faire. Moi, c'est la bande-annonce de Speedy qui m'a plus convaincu, tu vois. Autant la première partie de gameplay qu'on avait vue il y a quelques mois m'avait fait ni chaud ni froid, tu vois. Autant là, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et tout, les subtilités, de pouvoir switcher d'un personnage à l'autre, le fait de pouvoir gérer les quartiers en fonction de son personnage, d'avoir des missions spécifiques et tout, c'est plutôt cool. J'ai juste un peu de mal avec la tenue symbiotique de Spider-Man qui fait pour le coup trop symbiote. Je trouve que ça dénature un petit peu le côté araignée sympa du quartier, là, elle fait vraiment glauque quand il se bat avec. Ouais, après je pense que c'est voulu, mais même c'est vrai, t'as raison, la présentation était cool, même techniquement, c'est beaucoup plus solide, c'est très joli, et puis l'utilisation du SSD qui, c'est vrai, est assez bluffante. Donc non, ça, un autre très très bon jeu pour finir ce trimestre. Oui, c'est clair. De quoi allons-nous parler dans cet épisode, Kira ? Alors, on va parler de Tunic. Il y a un gros drama qui se tourne autour du jeu en ce moment. On va parler d'Apple qui entre dans le game. On va parler de Respawn et d'Electronic Arts, de Unity, un petit dossier hyper important, surtout dans le domaine du jeu vidéo indépendant. Pour finir, on va parler d'Embracer Group. Donc ça, c'est pour la partie news. Au niveau du test, donc tu nous as concocté le test de Death Door. Et en sujet, je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais parler de l'animé Planète, l'animé japonais. D'ailleurs, test de Death Door proposé par un auditeur, parce que c'est aussi ça notre concept, donc il est important de le rappeler. Mais avant tout, petite parenthèse musicale avec notre générique. C'est parti ? C'est parti. Alors tu connais bien le jeu indépendant Tunic, qui est sorti en mars 2022 et qui a séduit énormément de joueurs de par sa direction artistique et sa musique envoûtante. Et en parlant de musique, en fait, il se trouve que la bande originale du jeu a été victime d'un mail frauduleux, ce qui a des conséquences assez désastreuses. Elle a déjà été retirée de beaucoup de plateformes, malheureusement. En fait, un mail frauduleux a été envoyé par un utilisateur anonyme qui revendique les droits d'auteur des musiques de Tunic. Du coup, il invoque la loi DMCA, donc le Digital Medium Copyright Act, qui protège les œuvres numériques aux États-Unis pour demander donc le retrait immédiat des morceaux concernés. Le distributeur et compositeur Disctroid n'a pas vérifié la véracité de la demande et a obéi sans délai. Donc le compositeur de la musique de Tunic, Terence Lee, et Janice Kwan ont dénoncé cette situation sur X, anciennement Twitter. Ils ont expliqué qu'ils devaient prouver qu'ils étaient bien les véritables propriétaires de la musique, alors que l'auteur du mail frauduleux n'avait fourni donc aucun justificatif. Ils ont également reçu une seconde menace de retrait pour le restant des musiques liées à l'OST. Donc ils se disent très inquiets et impuissants face à cette attaque, forcément. Pour le moment, les morceaux de Tunic, donc Fast Fall, Umbra et Undiscovery, sont indisponibles sur les plateformes de streaming.
Les fans peuvent néanmoins encore les écouter sur Bandcamp, en fait, le site des compositeurs. Nous vivons une situation quand même ubuesque, où les créateurs ne peuvent revendiquer la paternité de leurs œuvres. J'espère quand même que cette affaire sera résolue rapidement et que la musique de Tunic retrouvera sa place sur les plateformes de streaming. Incroyable. En tout cas, cette histoire, elle mérite de montrer que le système de modération aux États-Unis est tout sauf fiable et assez inquiétant. Ouais, c'est aberrant parce que, en plus, tu l'as dit et je découvre. Ils ont fourni aucune preuve en fait. Ils ont envoyé un mail, ils ont dit c'est à nous, c'est pas à eux, et ils ont sorti les musiques. C'est quand même. Quand on crée des morceaux de musique, il y a des droits d'auteur forcément, mais il y a un déclaratif à avoir, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc il y a toutes les preuves qui indiquent que c'est ces personnes-là, entre guillemets, les géniteurs de ces OST. Et là en l'état, ils se retrouvent totalement démunis. Et c'est à eux de prouver que c'est bien leur travail, quoi. C'est dégueulasse. C'est ça. Dégueulasse, ouais. clairement. Tu vois, si on se met à leur place, t'imagines, t'as écrit, t'as composé, t'as diffusé, t'es fier de ton truc, et demain t'as quelqu'un que tu connais pas qui dit non, en fait c'est à moi, et c'est lui qu'on va croire au premier abord. Enfin, c'est des éléments de justice, tu vois, qui fonctionnent un petit peu à l'envers. Des cas, il y en a plein, et pas que dans le jeu vidéo, mais là c'est aberrant. Enfin, franchement, je comprends pas que ça fasse plus de bruit d'ailleurs. Tu as décidé de le couvrir et c'est très bien, mais c'est encore une des aberrations du système. Sachant qu'il y a à peu près le même procédé sur YouTube avec le principe de droit d'auteur. À partir du moment que tu contestes une musique dans une vidéo ou quelque chose, il retire automatiquement la démonétisation de la vidéo, ce qui peut engendrer de grosses pertes de revenus pour les vidéastes. Et à côté, il n'y a pas forcément besoin de fournir des justificatifs. Donc c'est vraiment en fait mal fichu, mal foutu, et ça peut mettre des gens dans le caca, quoi. Continuons avec Apple. Tout le monde connaît Apple, et il y a eu cette semaine un événement incroyable, enfin dans la sphère d'Apple, c'est l'Apple Events. Donc c'est la keynote où ils présentent toutes les nouvelles actualités de la boîte, l'iPhone, l'iPad, la nouvelle Apple Watch, ce genre de délire. Petite parenthèse, franchement, en termes de mise en scène, en termes de qualité, franchement, Apple, ils ont un niveau. Même la vidéo sur YouTube, elle est en 4K. Le son, c'est le meilleur son que j'ai entendu sur YouTube. C'est très bien filmé, la mise en scène est folle. Enfin, rien que, c'est un exemple de mise en scène, cette conf. Je sais pas si t'as eu le temps un petit peu de la regarder, mais franchement, Apple, ils sont très, très, très forts. Oui, je l'ai regardé, c'est vraiment leur gros point fort. Et là-dessus, il y a encore beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo qui pourraient s'en inspirer, je trouve. Après, bon, j'imagine que c'est pas le budget du Nintendo Direct, mais, mais bon. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est impressionnant, rien qu'à regarder si on aime un peu la tech. Mais rassurez-vous, on ne va pas parler de produits tech, on reste très axé jeux vidéo, bien sûr. Et dans cette keynote, ils ont une keynote d'une 1h40, ils ont consacré 5-10 minutes aux jeux vidéo. Ça m'a interpellé. Donc ils disaient que la meilleure plateforme de gaming au monde, c'est le nouvel iPhone, évidemment, l'iPhone 15 Pro. Bon, ça, ils font leur publicité, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est des petits détails quand même. Déjà, quand ils ont présenté des nouvelles fonctionnalités, en tout cas une meilleure compatibilité avec le Remote Controller, et ils ont montré une DualSense, tu vois, dans leur présentation, et ça, je trouve que c'est un clin d'œil quand même qui est pas anodin. C'est clair. C'est pas une manette d'Xbox, c'est pas une manette, c'est pas la Switch Pro, non, c'est vraiment une DualSense qu'ils ont montré. Et aussi, ils ont montré des très gros éditeurs. Donc Ubisoft avec Division, avec Assassin's Creed Mirage. Ils ont montré Capcom avec Resident Evil 4, Resident Evil Village. Ils ont montré un MMORPG chinois, donc c'est Hoyoverse, la boîte qui est très 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 connue en Chine, et en faisant tourner ces jeux avec du ray tracing à 30 FPS. Donc tout ça pour dire qu'il y a un petit virage technique quand même que je trouve qui est en train d'être amorcé chez Apple pour montrer que le gaming, il est possible aussi avec Apple, parce que en tant que hardcore gamer, on n'a pas forcément l'image de Apple et du jeu vidéo. Mais là, je trouve qu'ils sont en train d'inscrire ça dans l'imaginaire collectif. Oui, c'est la suite logique. En plus, c'est vrai qu'ils ont toutes les infrastructures pour. Ils ont attaqué avec brio le marché de la VOD avec Apple TV. Ils ont tenté des petites choses avec Apple Arcade. Et c'est vrai que là, avec un téléphone suffisamment puissant, ils ont moyen de sortir des IP intéressantes. Et surtout que l'iPhone reste un des téléphones les plus vendus du marché. Donc, ils auraient tort de s'en priver. Oui, et en plus, ce qui est important, c'est la
technologie, c'est la puce qui est dedans, parce qu'on peut imaginer que demain, cette puce, elle peut être dans nos iPads, dans nos iMac, dans nos MacBooks, et même dans l'Apple TV. Tu sais, il y a le petit boîtier qui existe, qui peut complètement, si demain il a cette puce, en fait, c'est plus qu'un boîtier télé, c'est une console de jeu, en fait. Donc, ça donne un côté très hardware, en fait, que n'avait pas forcément Apple, je trouve, avant. Mais rappelons quand même que Apple et le jeu vidéo, c'est pas nouveau. C'est quand même le 3e acteur majeur du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires. Donc, on est sur 15 milliards. Le premier, c'est Tencent. Après, on a Sony. Après, on a Apple et Microsoft. Donc, c'est un acteur énorme, mais c'est plutôt sur leur store, sur les microtransactions, sur tout ce qui se passe en jeu plutôt grand public. Là, on touche une branche quand même beaucoup plus gaming, je trouve. C'est clair. Et d'ailleurs, petite fun fact, Hideo Kojima, juste après, a dit que Death Stranding arrivait sur iPhone. Ce pourquoi il était... Tu sais, on avait vu Hideo Kojima qui était sur le campus d'Apple. Oui, tout à fait. Bah, très certainement, c'était ça le sujet. Stig Asmussen, God of War, Star Wars Jedi Survivor, quitte EA Respawn. Donc ça a été annoncé il y a quelques jours. C'est un coup dur pour les fans de la saga Star Wars Jedi, qui a connu un succès critique et commercial avec ses 2 premiers épisodes assez conséquents. Le réalisateur de ces 2 softs très appréciés du public et de la critique a donc annoncé son départ de Respawn Entertainment et du coup d'Electronic Arts, forcément, selon une information révélée par Bloomberg. Donc Asmussen était l'un des piliers de Respawn, le studio à l'origine des titres comme Titanfall ou Apex Legends, avant de rejoindre pour cette grande aventure qui est Star Wars. Avant ça, il avait travaillé chez Sony Santa Monica. Il avait dirigé le fameux God of War 3 que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Oui. C'est quand même une sacrée perte pour Electronic Arts, surtout qui va prendre la relève sur le prochain volet de la trilogie Jedi qui devait conclure l'épopée de Cal Kestis, à voir. En tout cas, bon, ça va pas entériner un hypothétique 3e épisode, c'est sûr, ils vont le faire. Par contre, il risque d'y avoir des changements parce que forcément, changement de directeur créatif, ça implique peut-être une nouvelle orientation ou une nouvelle sensibilité en tout cas. Oui, parce que le directeur créatif est là pour donner une vision, donner un cap. C'est ça. Parce que évidemment, c'est pas lui qui conçoit tout, donc le savoir-faire restera là. Mais en termes de vision, en termes d'approche, c'est vrai que ça peut changer les choses. Surtout que c'est une personne de valeur quand même. Il a un sacré CV. Un bon pédigré. Moi, je me demande aussi où il va aller dans ces cas-là. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'est pas parti pour rien, j'imagine. Donc souvent, quand il y a des gros directeurs créatifs comme ça qui s'en vont, c'est pour généralement ouvrir leur propre studio, donc peut-être. Ah, possible, c'est vrai. En tout cas, il y a... Parce que quand un directeur créatif aussi bien placé annonce son départ, souvent ils annoncent où il va derrière, en fait. Là, c'est pas le cas, donc je me demande s'il va pas ouvrir son propre studio, donc à voir, j'y mettrais bien une pièce. Peut-être qu'il va finir par élever des chèvres dans le Larzac, ou je ne sais pas, peut-être qu'il veut changer totalement de vie. Voilà, reconversion, tout à fait. Il en a marre de Star Wars, et on pourrait le comprendre. Non, mais écoute, tout est possible en tout cas, mais hâte de savoir. Et quand on saura, je pense qu'on en fera une petite news dans cet esprit de continuité. Tout à fait. Bon, passons sur le sujet, le dossier brûlant de la semaine, Kira. Le coup de tonnerre dans l'industrie du jeu indé. Et c'est pas qu'un euphémisme, c'était vraiment un énorme coup de tonnerre. Donc parlons d'Unity. Unity, pour rappeler un petit peu ce que c'est, parce que finalement, beaucoup ont vu le logo, je pense, et vous comprendrez pourquoi. Mais c'est un moteur de jeu vidéo très répandu, plutôt dans la scène mobile. Au début, maintenant que même si aujourd'hui toutes les plateformes soutiennent le moteur Unity, mais c'était d'abord des jeux mobiles et surtout il y avait une version gratuite très riche de ce moteur qui permettait aux développeurs indépendants d'avoir un moteur solide qui sort partout sur toutes les plateformes et qui permet de développer du jeu vidéo. Donc c'est quand même un outil qui a, je pense aujourd'hui, incontournable de la scène indépendante et pas que du jeu vidéo en général. Incontournable, surtout que le moteur Unity en fait a l'avantage, donc comme tu le disais tout à l'heure, de beaucoup fonctionner sur la partie mobile, ce qui n'est pas le cas d'un moteur comme Unreal qui est vraiment plus conçu pour des jeux, on va dire, à plus grande échelle, et de plus en plus de jeux vidéo fonctionnaient sous le moteur Unity, donc comme tu le disais, beaucoup de jeux indépendants, mais surtout des jeux à faible budget en fait, parce que ce qui était intéressant, c'était le côté peu onéreux. Oui, parce que comme je le disais, du coup, il y a une version gratuite qui est la version personnelle. Après, il y a plus, pro, entreprise. Donc, il y a 4 formules. Sachant que Unity, fun fact, mais ils ont racheté aussi le studio Weta, donc de Peter Jackson, dans les effets spéciaux. Ils ont racheté aussi une boîte récemment pour 4 milliards. Enfin, c'est devenu tentaculaire. Vraiment une très, très grosse entreprise. Donc,
Qui dit grosse entreprise, elle sait qu'elle a du poids, elle sait qu'elle pèse dans le marché, donc ils ont fait du sale, on peut le dire aujourd'hui, sachant que j'avais dit que certainement beaucoup de gens connaissent le logo. On peut dire que Unity s'est forgé vraiment autour de Pokémon Go. Quand on lance l'application Pokémon Go, on voit le logo Unity. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je parle de coup de tonnerre, c'est que au-delà de ce que payent les développeurs, donc soit ils ont la version gratuite, ils ne payent rien, ou soit ils payent différents niveaux d'abonnement, peu importe, en plus des frais d'abonnement, Unity s'autorise le droit de mettre en place une commission à partir du 1er janvier 2024, et c'est là que c'est complètement fou qu'il y a une commission à l'installation, donc à partir du moment où un jeu a été installé 200 000 fois, ils vont payer une redevance pour chaque installation de quelques centimes. Mais bon, 200 000 fois quelques centimes, ça fait tout de suite des sommes astronomiques. Et encore une fois, on ne parle pas de vente, on parle d'installation. Donc c'est complètement fou. Et sur toute la durée de l'exploitation du jeu. C'est-à-dire que c'est pas à compter du 1er janvier que les gens vont commencer à payer, enfin s'ils vont commencer à payer à compter du 1er janvier, mais aussi rétroactivement sur la durée d'exploitation du jeu. Donc on imagine que Pokémon Go, qui existe depuis des années, qui a été téléchargé des millions de fois, la redevance s'appliquera donc. Ah vache. Rétroactivement. C'est du sale de chez sale. C'est d'une violence extrême, parce qu'en plus c'est un communiqué sur Internet qui a été fait pendant le Apple Event, encore une fois, donc profitant de tous les projecteurs qui étaient braqués ailleurs. Mais c'est extrêmement grave évidemment pour les développeurs, parce qu'on sait que beaucoup de développeurs profitent du Game Pass, du PS Plus, pour diffuser leur jeu. Et sur le PS Plus, un jeu peut très bien être installé 10 millions de fois, mais c'est pas forcément 10 millions d'achats. Donc tu te rends compte que sur ces 10 millions de téléchargements, parce qu'il y aura eu un rewards Xbox, parce qu'il y aura eu des pièces ou des points sur le PS Plus à récupérer, on a tous fait ça, télécharger un jeu, on lance, on récupère notre récompense et on désinstalle le jeu. Et là, redevance. Le développeur devra payer Unity. Et ça allait même encore plus loin, le scandale. Il y a eu un rétropédalage, mais ils n'avaient pas parlé des démos. Les démos étaient concernées. Les réinstallations, je désinstalle mon jeu, je le réinstalle. Bim, tu payes 2 fois. Donc, c'était parti tellement loin, mais ils ont fait un rétropédalage quand même là-dessus. Surtout qu'il y a des jeux qui ont beaucoup marché via le moteur Unity. Bon, tu parlais de Pokémon Go tout à l'heure, mais il y a des jeux comme Ori qui sont disponibles Day One sur le Game Pass. Les 2 jeux Ori donc, sont développés sous moteur Unity. On a également par exemple un jeu comme Oddworld New Tasty qui avait été offert dans le PlayStation Plus il y a quelques mois. Donc pareil, potentiellement, il y a des millions de joueurs qui l'ont téléchargé et qui peuvent y jouer de temps en temps ou juste le lancer comme ça. Donc ça peut être une perte sèche mais sans précédent. Après en l'état je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que là maintenant les gens vont plus avoir confiance. Il y a beaucoup de studios de développement qui avaient menacé de retirer leur jeu des stores, de ne plus travailler avec ce moteur graphique, et là je me demande si l'entreprise qui détient Unity ne se serait pas entre guillemets fait harakiri, quoi, tu vois, auto-saboté. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là où je trouve que c'est le plus grave, c'est en effet le contrat de confiance complètement brisé. Ah oui, il n'y en a pas là en fait. Et c'est brisé parce qu'en plus c'est rétroactif. Donc c'est-à-dire que les développeurs, quand ils ont prévu leur jeu, ils n'avaient pas ça dans leur business plan, ils n'avaient pas ces coûts-là. Non. Des coûts qui arrivent une fois que tout est fait, en fait, une fois que le jeu est terminé. D'ailleurs, il y a Cult of the Lamb, le jeu que j'avais chroniqué, qui est très très bien. Oui. Ils ont menacé de retirer leur jeu au 1er janvier. Sly of the Spire, excellent jeu qui est sur le PS Plus d'ailleurs, et qui est une tuerie, et très très bon jeu. Ils ont dit que c'est bon, ils arrêtent Unity, ils vont changer pour leur prochain jeu de modèle. Agro Crab, il devait sortir Day One dans le Game Pass. Ils étaient tout contents d'avoir signé un deal avec Xbox. Ils pensent à l'annuler parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu ça dans leur business plan. Et le plus marrant, Kira, c'est que quand les jeux sont dans le Game Pass ou dans le PS Plus, Unity dit écoute, c'est à Microsoft et PlayStation de nous payer. Donc en gros, Microsoft et Sony devront faire les collecteurs d'impôts pour Unity. Ils ne se sont pas encore exprimés sur la question, mais ça m'étonnerait qui reste sans rien dire. Oui, c'est clair. Ah, c'est horrible. Et tu parlais de sabotage. Petite parenthèse, le patron de Unity a revendu une partie de ses actions avant cette annonce. Oh, c'est louche. C'est louche. C'est totalement louche. C'est peut-être même un peu illégal, je pense. Mais je connais pas assez le droit pour savoir si c'est du délit d'initié ou pas, mais en tout cas, c'est... Parce que là, il aurait profité quand même de ces informations internes pour pouvoir se faire de l'oseille avant de se barrer quand même. Hein, donc, au-delà des informations, c'est ses décisions même. Donc c'est... c'est vraiment dégueulasse. En tout cas, je pense aux développeurs. Enfin, ça a été un coup de tonnerre, et j'ai cité les exemples les plus
répandu, mais tout le monde, enfin la scène du jeu indé est abasourdie. Surtout que c'est des jeux à petit budget, quoi. C'est du petit budget. Souvent ils sont 2 ou 3 à travailler, même s'ils sont une dizaine. Enfin c'est des entreprises à l'échelle humaine et on peut vite fait couler une entreprise juste avec des considérations comme ça. Donc c'est dégueulasse. Et ben moi je vais pas parler d'un autre sujet joyeux, c'est sûr. On va parler d'Embracer Group qui pourrait se séparer de Gearbox Software. Donc le géant suédois du jeu vidéo sera en train d'étudier la possibilité de vendre Gearbox, le studio américain à l'origine de la célèbre franchise Borderlands. C'est ce qu'affirme une source proche du dossier. Alors je n'ai pas réussi à retrouver cette source malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir la citer. Par contre l'agence Reuters annonce qu'Embracer Group aurait engagé une banque d'investissement pour explorer différentes options stratégiques, donc dont une cession totale ou partielle de Gearbox. L'objectif, forcément on s'en doute, ça serait d'optimiser les coûts et d'améliorer les situations financières du groupe qui a réalisé de nombreuses acquisitions ces dernières années. Il faut savoir qu'il possède 130 studios de développement dans le monde entier, avec des noms quand même assez prestigieux. On a du THQ Nordic, Core Media, Saber Interactive ou encore Aspyr Media. Le groupe emploie plus de 17 000 personnes et détient les droits de franchises populaires comme Saints Row, Darksider, Metro, Dead Island ou encore, là je l'ai noté, tout le monde l'a oublié je pense, mais moi je l'adore, le fameux Kingdom Come Deliverance. Gearbox fait partie du groupe depuis 2021, donc ça fait pas long, ça fait 2 ans, lorsqu'il a été racheté pour 1,3 milliard de dollars. Le studio est surtout connu donc, comme je le disais tout à l'heure, par la saga Borderlands, qui est un looter-shooter mêlant humour et science-fiction, qui s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2009. Toutefois, les derniers projets du studio n'ont pas rencontré le succès escompté, car rien que sur 2022, Gearbox a sorti 2 spin-offs de Borderlands, donc Tina Wonderland et un jeu d'aventure narratif New Tales from the Borderlands, qui n'a pas marché du tout. Les deux n'ont pas convaincu ni les joueurs ni la critique et se sont totalement gaufrés. En parallèle de ça, ils ont revendu les droits pour faire un film cinéma qui est actuellement dans l'enfer du développement. Il a été tourné, le réalisateur s'est barré, ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre et depuis silence radio. Donc ça sent quand même un peu le roussi pour Gearbox. Ouais, tu sais, on avait parlé de leur fermeture du studio Volition, qui avait fait Red Faction, et des licenciements chez Gearbox. Là, on sait bien parce que l'agneau s'inscrit dans une continuité, mais une continuité malheureuse, par contre. Mais je l'avais, tu te rappelles, je l'avais décrit comme le colosse au pied d'argile, mais en fait, c'est vraiment de l'argile. J'ai l'impression que rien ne va. Ils ont eu un appétit féroce, et derrière, la digestion est difficile. Ah ouais, la digestion est très difficile. Ouais. Après, aucune décision n'a été prise et aucune offre n'a été formulée. Ce qu'on sait toutefois, c'est que une entreprise s'est dit intéressée par l'achat de Gearbox. Je te le donne en mille, c'est Microsoft. Après avoir racheté Activision Blizzard, ils se sont dit ok, pourquoi pas Gearbox. Donc voilà, en tout cas, Embracer Group n'a pas souhaité commenter ces informations. Gearbox non plus. Il faudra donc attendre les prochaines annonces du groupe pour connaître le sort des studios derrière Borderlands. Après, je suis pessimiste. Je t'avoue, je suis vraiment pessimiste là-dessus. Ouais, mais après, je suis pessimiste aussi, mais encore une fois, ça permet de parler de l'envers du décor, parler des développeurs, parler de ce qui se passe aussi. Donc voilà, c'est pas très feel good, mais je pense que c'est important d'en parler. Voilà, c'est ça. Ça fait vraiment partie des coulisses. Voilà, c'est ça, du jeu vidéo. Malheureusement, que ça soit bien ou pas bien, ça en fait partie. Ça reste des entreprises. Exactement. Ils font pas ça gratos. Bon, partons sur du feel good. La partie news est terminée. On va reprendre quelque chose d'un peu plus joyeux avec un petit jeu tout mignon, tout coloré. Donc c'est le jeu Death Door. Franchement, OST absolument magnifique. J'ai écrit ma chronique en écoutant tout l'OST du jeu. Petite ambiance boisée, un peu champêtre. Ouais, très très belle, très douce, très très agréable. Donc, je rappelle, suggestion d'un auditeur, cette chronique Death Door, qui nous permet, en plus là je prépare deux grosses chroniques, donc ça, merci à lui, j'ai pas noté son nom, mais pense à me taguer sur Twitter quand tu nous écouteras, mais je te remercie en tout cas de la suggestion. Donc, on s'en va dans cette balade, dans cet univers très enchanteur qu'est Death Door, encore une fois la musique exceptionnelle, David Finn, pour le citer, qui est aussi à la BO de Moonlighter,
Tu te rappelles, je l'avais fait à la Taverne du Gamer aussi, mais il y a grave longtemps. Et il fait pas que la musique, il est aussi producteur, designer du jeu, parce que dans ce studio qui a fait Death Door, ils ont fait aussi Titan Souls, Moonlighter justement. Ils sont 2. Donc lui et Mark Foster, et ils s'entourent souvent d'autres créatifs pour créer des jeux. Ils sont pas que 2 à avoir fait Death Door, mais en tout cas ils sont 2 à la tête de ce studio, et franchement ils charbonnent, parce que Titan Souls c'était très très bien. Je sais pas si tu te souviens, pareil, petit jeu indépendant où le concept c'était de tuer 15 boss, mais il fallait un coup pour les tuer, et ils nous tuaient aussi en un coup. C'était un concept vraiment très 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 sympa. Ah non, je m'en souviens pas du tout de celui-ci. Et bonne reco, une reco dans la reco, Titan Souls, c'est facilement trouvable, c'est très très bien. Et ce jeu, donc Death Door, est disponible sur Xbox. D'ailleurs, il a été d'abord sur Xbox PC, puis ensuite Switch et PS PlayStation, et ça reste dans les actualités, parce que c'est un jeu qui est récemment intégré au PS Plus, et il est aussi dans le Game Pass. Donc vous pouvez le trouver très très facilement, ce jeu. Donc la promesse du jeu, et la jaquette, d'ailleurs, on le voit, c'est un corbeau. Le héros, on va jouer un corbeau muni d'une très belle épée, avec une symbolique des portes. Le jeu s'appelle Death Door, donc la porte des morts. Un design absolument magnifique, qui appelle vraiment à l'aventure, comme j'aime dire. Donc, à travers de cette chronique, on va justement traverser porte par porte, et on va s'inspirer, voir l'environnement de ce jeu. Et il y a finalement beaucoup de choses à en dire. Donc, quand on ouvre la première porte de ce jeu, on arrive dans le siège de la commission des faucheurs. Donc, il faut imaginer, c'est assez rigolo, un petit open space où t'as plein de bureaux, t'as le chef corbeau qui est au bout, on a notre petit bureau en face de lui, et notre job en tant que corbeau émissaire de la mort, on doit aller récupérer les âmes des défunts. Donc on doit aller dans le monde vivant et faire notre boulot pour la mort, donc récolter des âmes. Et notre quête commence ainsi, où le patron nous dit va récupérer telle âme. Et on se rend compte que ce siège des commissions des faucheurs est interconnecté avec plusieurs autres mondes que je décrirai au fur et à mesure de l'aventure. Mais en tout cas, un design très sympa, une ambiance qui commence vraiment bien, armé de son épée, comme je disais, ou un parapluie. On peut faire tout le jeu avec un parapluie comme arme, ce qui rend le jeu extrêmement difficile, mais j'ai pas pu résister, tu te doutes, j'ai fait tout le jeu avec un parapluie à la place d'une épée. Donc quand on est dans ce siège des commissions, on peut franchir une première porte qui nous emmène dans une zone semi-ouverte qui est un cimetière, et c'est l'occasion pour nous d'appréhender les contrôles du jeu. Donc c'est très simple, on peut donner un coup d'épée ou un coup de parapluie en fonction de vos sensibilités, une esquive. Donc tu vas me dire jusque-là, rien de plus commun. Rien de révolutionnaire, tout à fait. Voilà, c'est basique, mais efficace, et un pouvoir. Donc on a ce coup d'épée, l'esquive, un pouvoir. Par contre, petite subtilité qui est très intéressante tout de suite, c'est que le pouvoir, donc au début c'est un arc qui nous permet d'attaquer à distance. On a 4 munitions qu'il faut recharger en donnant des coups d'épée. Donc ça veut dire que tu utilises ton pouvoir qui est assez fort, quand tu es à court, ça t'oblige à aller au contact quand même, pour recharger ta barre de pouvoir. Donc tu vois, tout de suite, tu sens que c'est un jeu qui te pousse un petit peu aux prises de risque, et qui valorise ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je rassure tout de suite nos auditeurs, la difficulté est bien dosée. C'est jamais frustrant, il y a des checkpoints qui sont réguliers, les patterns des boss sont très lisibles. On n'est pas sur quelque chose d'hardcore, c'est plutôt un jeu agréable à jouer et accessible à tous. Justement, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le parapluie en début du jeu, tu sais, pour renforcer la difficulté à ceux qui le souhaitent. Il y a pas mal de jeux qui font ça maintenant, et je trouve que c'est pas mal. Oui. Donc comme je disais, des zones semi-ouvertes, donc qui favorisent l'exploration. Donc on tombe sur une nouvelle porte, on l'ouvre, et là on découvre un environnement complètement différent, plus bucolique, plus arboré, un jardin un peu à la française, tu vois, dans les châteaux, comme on a dans notre beau pays, infesté par contre de plantes carnivores, empoisonnées, enfin tout le bestiaire des pires cauchemars de nos amis paysagistes, et ça donne l'occasion de parler un petit peu du level design. C'est ça que j'ai apprécié vraiment dans Death Door, Kira, c'est que tout l'intérêt, c'est d'être dans ces zones semi-ouvertes qui sont assez labyrinthiques. Donc il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de boussole, tu es vraiment livré à toi-même. C'est un petit peu la mode d'ailleurs dans ces jeux maintenant. Dans ce genre de jeu, oui. Merci From Software pour ça. Mais là, tu es vraiment... t'as aucune indication, mais c'est là que tu reconnais un level design qui est bien fait, c'est que tu ne te perds pas.
tu comprends où il faut aller. C'est des labyrinthes, mais tu finis par t'y retrouver. Et ça, je trouve que ça apporte une source de satisfaction pour le joueur et d'intérêt qui est importante. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans ces jeux-là, c'est d'être livré à moi-même et d'avoir la satisfaction de m'y retrouver. Je suis d'accord, il n'y a rien de pire dans un jeu vidéo que quand tu as soit une map énorme pour te dire où aller, ou pire, tu as le chemin qui est tracé, tu sais. Oui. Ça, pour moi, c'est le summum de la paresse dans un jeu vidéo. Et moi, ça me sort direct. Si le mec, il a pas un casque de réalité augmentée, je comprends pas pourquoi il y a ça, tu vois. Et il y a quelque chose qui aide à ça, justement, dans le jeu, c'est cette vue isométrique. Donc, ce qu'on appelle vue isométrique, c'est une vue un petit peu éloignée. Donc, le personnage est assez petit à l'écran. La vue est assez élargie, justement. Un peu de 3/4, ce qui permet d'avoir des perspectives. Donc, cette vue isométrique, elle aide le level design à être appréhendé par le joueur. On appréhende aussi mieux les combats. C'est lisible, on s'y retrouve. Donc, c'est pour ça que ce choix aussi de cette caméra un petit peu éloignée s'impose beaucoup dans ces jeux-là. On imagine à Diablo, enfin bref, tous les hack and slash sont justement dans cette vue-là parce que c'est une vue qui permet de la lisibilité, de bien se retrouver dans les combats et dans notre environnement. Donc je le disais, j'en parlais un petit peu au début tout à l'heure, les boss, ils sont très cool, très variés, j'ai beaucoup aimé, les patterns, enfin les attaques sont faciles à lire, donc il n'y a pas trop de challenge, et quand on les bat, ça nous permet de débloquer des nouveaux pouvoirs. Donc je vais en citer un, les bombes par exemple, qui permettent de casser des murs qui sont fragilisés. Donc là ça renvoie tout le monde à Zelda par exemple. Et aussi ça permet, ce qui je te le donne dans le mille, quand tu explores d'autres ou que tu reviens en arrière sur des zones que tu as déjà découvertes, là tu peux aller un peu plus loin, trouver des secrets. Donc on est complètement dans un esprit Metroid, Castlevania, qui est une formule qui fonctionne somme toute très très bien. Et qui est encore très populaire à l'heure actuelle. Moi que j'affectionne en tout cas, c'est vrai que c'est une formule qui est, je le dis souvent, qui est valorisante et souvent les joueurs prennent du plaisir quand ils sont valorisés à travers le jeu et je trouve que ça fonctionne. Surtout quand le level design est bien fait en fait, ça donne envie de revenir en arrière, découvrir les secrets et tout, et c'est ce qui est gratifiant en tout cas. Et d'ailleurs continuons, autre porte que l'on ouvre à la fin après avoir tué un boss, là on arrive plutôt dans une zone, l'autre biome il est beaucoup plus végétal, beaucoup plus naturel, c'est une forêt, une jungle, donc pareil je vous laisse imaginer tout le bestiaire que ça peut engendrer, mais franchement ça vaut le détour, je vous spoil pas évidemment. L'occasion par contre de se rendre compte, parce que là on est à mi-parcours, on est peut-être dans le dernier tiers du jeu, le gameplay avec le temps est un petit peu répétitif, c'est vrai. En fait la proportion de combat je trouve dans le jeu est un peu déséquilibrée, donc on se retrouve vraiment à finir, j'ai eu l'impression d'être dans un hack and slash, on tape, on enchaîne les ennemis. Avec ça en plus il y a un système d'amélioration de personnages qui est pas très basé sur des collectibles, qui est assez dispensable. En termes d'intérêt vidéoludique, c'est pas très subtil. Ah, dommage, ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Donc la partie, si tu veux, game combat, avec le temps peut s'avérer un peu redondante. La partie RPG complètement dispensable. Moi, j'aurais aimé un peu plus d'exploration, peut-être un peu plus d'énigmes. Si tu veux, il y a un petit déséquilibre que j'ai trouvé, mais je vais pas passer davantage de temps sur les défauts parce que franchement c'est la sensibilité de chacun et là c'est plus moi qui aurais aimé avoir un peu plus d'exploration. Continuons avec la dernière porte qui nous emmène là un peu cliché mais dans des ambiances un peu plus froides, les montagnes, la neige, pour parler de la poésie. Parce que c'est vrai que ce jeu Kira c'est avant tout une ambiance et encore une fois je vais insister sur l'OST, mais les musiques sont somptueuses, elles nous accompagnent vraiment tout au long du jeu, elles nous entraînent vers la découverte, ça se renouvelle à chaque fois, c'est des musiques très enveloppantes, très douces et parfois épiques aussi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont attachants, jouer notre petit corbeau comme ça il est rigolo, les dialogues ils sont empreints de naïveté, d'humour, de douceur, c'est une histoire qui, en plus, sur la durée, développe des messages qui sont intéressants, avec des petits rebondissements. Donc, c'est clairement un jeu pour l'ambiance. Et là-dessus, on est comblé, tu vois. Et enfin, je parlais de dernière porte, mais pas forcément. On peut en franchir une dernière après avoir fini le jeu. Pareil, c'est pas du spoil, mais sachez-le qu'il y a un late game. Donc, après avoir fini le jeu, il se passe encore quelque chose. Et on peut en fait découvrir plein de secrets. Il y a une quête annexe qui est suggérée, donc j'en dis pas trop, mais il faut récolter 7 tablettes et Kira, ça donne l'occasion de
de pousser les discussions avec les PNJ, de forcer des énigmes, d'être plus attentif. Et en fait, on a encore 3, 4, 5 heures de jeu derrière qui se révèlent être pleines de surprises, pleines de rebondissements. C'était très très agréable. Et du coup, j'ai poussé l'expérience. Tu vois, le jeu a réussi à me pousser jusqu'à la fin du jeu, continuer. En plus, il y a une vraie fin. Enfin, il y a des éléments de scénario qui se débloquent à cet effet. Donc, je suis allé jusqu'au platine comme ça. Tu vois, le jeu m'y a emmené naturellement. Et ça, je trouve que c'est un très très bon point fort. C'est cool, ça. J'aime bien quand ils font ce genre de choses, justement, où t'as pas l'impression que le jeu se termine et que t'as plus rien à faire et que tu attends, comme beaucoup de gens en monde ouvert souvent. Et ça, c'est sympa. Ça donne vraiment envie de rester et d'avoir l'impression de faire partie de cette univers. Ouais, c'est bête, mais t'as raison, parce que moi, j'ai l'impression de le voir presque comme un petit cadeau qu'ils font aux joueurs, une récompense. Et ça fait plaisir. Moi, j'aime bien aussi quand les jeux ils proposent quelque chose après. Donc conclusion, Death's Door, hein, donc la thématique des portes, surtout que les portes et jeux vidéo, bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est un peu une grande histoire d'amour, tu sais, Resident Evil, hein, moi c'est... Ouais, les temps de quand chargement je pense à porte et jeux vidéo, cette porte qui s'ouvre dans Resident Evil qui m'a terrorisé gamin. Donc là, c'est pas tout à fait le même message, évidemment, avec Death's Door. Mais il y a toujours cette curiosité, tu vois. Moi j'aime bien parce que cette symbolique, quand tu sais pas ce qu'il y a derrière, donc c'est intriguant, c'est de la curiosité, et en fait c'est ce sentiment que m'a donné Death's Door. En moins horrifique que Resident Evil, évidemment, je citais cet exemple parce que c'est un peu empreint de nostalgie pour nous, mais en tout cas on prend énormément de plaisir à la découverte. Combat efficace, un peu redondant, des personnages hauts en couleur, la douceur de l'histoire aussi et des dialogues, je l'ai dit, mais la clé vraiment qui a déverrouillé chez moi un petit coup de cœur quand même, c'est cette ambiance, la musique, je l'ai dit, une très très belle aventure. Donc après on a tous le même problème de gamer en ce moment, l'année est très très riche en jeux. Je suis pas en train de vous vendre un chef-d'œuvre, c'est vrai, je vous vends un très bon jeu. Mais si vous avez un petit créneau, en tout cas, ne fermez pas la porte à Death's Door parce qu'il le mérite. C'est vrai que dit comme ça donne envie, ça a l'air super joli en plus. Quand on regarde la patte graphique, la DA a l'air très très cool. Est-il développé sous Unity? Tu sais que j'ai voulu regarder avant, ouais. Mais non, je crois pas. Peut-être. Mais j'ai pas trouvé l'info. En tout cas, j'ai regardé sur leur site s'il y avait le logo Unity, je l'ai pas trouvé. Mais peut-être, c'est rigolo. Enfin, j'espère pas pour eux en tout cas. J'espère pas pour eux, non. Ça a l'air très cool en tout cas. Et dispo. On garde nos bonnes habitudes, hein, Kira. On cite où les jeux sont dispo. Donc c'est Nintendo Switch, PC, Xbox, Game Pass, PS Plus. Enfin bref, vous pouvez le trouver partout. Et si vous voulez pas d'abonnement, il est pas très cher. Donc franchement, 7-8 heures de jeu, faites-vous plaisir. Ça le fait carrément. Et ben je te propose d'enchaîner, parce que nous on parle beaucoup, mais on aime bien laisser la parole à nos auditeurs aussi. Donc pour le comptoir des auditeurs, je te laisse commencer. Kira, tu voulais faire un petit big up à quelqu'un de très sympa en plus, qui nous a contacté sur Insta. Alors oui, tout à fait, on a Instagram depuis peu, et c'est vrai que c'est toi qui le consulte beaucoup plus fréquemment en tout cas, et on a eu quelques petits messages sympatoches. Donc premier message, c'est Lucky100 qui nous envoie: Salut les gars, j'ai découvert votre podcast il y a peu avec l'épisode où vous parlez de Taram, et je dois dire que vous êtes une bouffée d'air frais. Oui, c'était il y a pas longtemps. Vous prenez pas au sérieux et vous êtes diversifié. Le fait que vous parliez ou testiez de jeux en dehors de la hype et même des fois moins connus, Terminator, je m'y attendais pas, c'est vraiment top. Je suis moi-même amateur de jeux vidéo pop culture. Bravo les gars, continuez ainsi. Donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup, merci à toi. Désolé, ton message était parti dans les spams, on l'a vu quelques jours après en tout cas, mais vraiment merci, ça fait chaud au cœur. Moi je voulais mettre en avant, quand même on a fait notre grand concours anniversaire sur Twitter, donc notre grand gagnant Christophe Ledieu, qui était ravi, il a gagné une carte cadeau sur le PSN, du coup il l'a voulu sur le PSN, donc ça a donné l'occasion de discuter, et ça tombe bien que c'est un tirage au sort avec notre grand gagnant, c'est un de nos auditeurs, ça fait trop plaisir. On a eu AO aussi qui a gagné le livre de sort d'édition de Godzilla que j'adore, et 4 autres gagnants. Et aussi petit big up à quelqu'un qui nous a contacté quelqu'un qui commente pas mal sur Twitter nos posts, Fanny76, qui partage notre tristesse sur le décès de Terasawa Buchi, le mangaka de Cobra, un grand auteur qui nous a quittés. Je voudrais faire un big up aussi à un autre vidéaste qui s'appelle le Stuff de Ludo, qui a une chaîne YouTube spécialement dédiée à, comme il appelle ça sa chaîne fourre-tout en fait, parce qu'il fait des unboxings, il présente des figurines qui sont juste ouf, où il se déplace chez des gens
temps. Il fait du vlog, il fait des critiques de jeux vidéo, des critiques de films. Donc n'hésitez pas. Il nous a fait une petite dédicace dans son dernier épisode. Il a dit des choses vraiment très 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 sympas. Ça fait plaisir. Et donc je vous recommande sa chaîne si vous voulez voir un passionné qui aime ce qu'il fait. Tu peux dire, Kira, où nous retrouver du coup, comment nous contacter, les étoiles, les 5. Voilà, croix, carré, rond et triangle, et vous allez pouvoir nous contacter directement. Non, si vous souhaitez nous contacter, vous avez Facebook, Twitter, bien sûr, enfin maintenant on l'appelle X, j'ai encore du mal à m'y faire, Instagram, bien sûr, notre site internet, latavernedugamer.fr. Vous avez notre adresse mail si vous souhaitez nous envoyer un mail, faut pas hésiter, et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir en notre compagnie et partager certains moments avec vous en tout cas. Là c'est moi qui vais racoler, d'habitude c'est toi, mais vous savez, sur les applications de podcast vous pouvez mettre 5 étoiles, ça aide beaucoup au référencement. Voilà, si vous pouvez faire ça pour nous, c'est top. Et on passe maintenant, Kira, au sujet hors sujet, qu'on adore tous les deux, que tu m'as shippé en plus, je l'avais prévu en chronique, mais je suis très content que ce soit toi qui en parle, parce que c'est toi qui m'avais fait découvrir ce manga et animé. Ces temps un peu difficiles, j'avais envie de regarder quelque chose d'un peu feel good, tout en restant dans le mood Starfield. Donc je voulais regarder quelque chose de science-fiction, mais avec un bon esprit, quelque chose vraiment qui change des éternels combats du bien contre le mal, voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais parler de Planet. Planet, qui est une série animée de science-fiction japonaise, adaptée du manga éponyme de Makoto Yukimura, publié entre 1999 et 2004. Et la série est sortie en 2004, elle comporte 26 épisodes. Et je me suis dit, cette série est incroyable, je vous tease déjà mon résultat. J'ai qu'une envie, c'est de vous donner envie de la regarder. Donc du coup, je vais vous expliquer ce que c'est, et si j'arrive au moins à en convaincre un ou deux, j'aurai réussi mon travail. De quoi parle cette série ? Donc ça parle du quotidien d'une équipe d'astronautes chargés de récupérer des débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Voilà, je vais rien dire de plus, c'est tout simple. Alors, qu'est-ce que je pense de cette série ? Déjà, la série se distingue par son réalisme et sa rigueur scientifique. La série aborde des thèmes variés, tels que les conséquences écologiques et sociales de l'exploration spatiale, les conflits géopolitiques, les rêves, les ambitions des personnages ou encore la philosophie sur la vie. La série ne se contente pas de montrer des scènes d'action spectaculaires, mais elle s'attache aussi à développer la psychologie et les relations entre les protagonistes qui sont confrontés à des dilemmes moraux et des situations difficiles. Le personnage principal, donc Hashirota Oshino, donc assez difficile à dire, pas mal. Surnommé Hashimaki, est un jeune astronaute passionné par l'espace mais frustré par son métier ingrat et dangereux, car oui, dans l'univers de Planète, être astronaute maintenant c'est à la portée de tout le monde, et eux c'est des éboueurs, on les appelle la sous-section, ils sont pas considérés et tout le monde se paye un peu leur poire, si je puis dire. Son rêve est de posséder un jour son propre vaisseau spatial, puis de participer à à la toute première mission en direction de Jupiter. Il est accompagné par Aitanabe, une nouvelle recrue naïve et idéaliste qui considère l'espace comme un lieu sacré et qui s'oppose à toute forme de violence. Les autres membres de l'équipe sont aussi très bien caractérisés et surtout passionnants. Ils sont pas manichéens, donc on va retrouver un russe dans l'équipe qui s'appelle Yuri Marikov, c'est un vétéran qui a perdu sa femme dans un accident spatial. On va retrouver également Fee Carmichael, qui est une pilote afro-américaine qui fume beaucoup et qui a un certain franc-parler. Et là aussi, où ça permet de prendre un peu conscience, un petit peu à la Star Trek en fait, on va se retrouver avec une équipe très très hétéroclite qui vient à différents endroits de la planète Terre et qui se retrouvent tous à faire le même métier dans cette fameuse station spatiale. C'est une série qui mêle habilement fiction et réalité. Elle s'inspire de faits historiques comme la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS ou la catastrophe de Challenger. Ils en parlent, on la voit même un moment dans le générique. Elle fait aussi référence à des projets scientifiques actuels ou futurs comme la Station spatiale internationale, le télescope Hubble, le projet Von Braun,
qui a eu lieu d'ailleurs il y a peu. Elle utilise des termes techniques précis comme le syndrome de Kessler, le point de Lagrange ou les rayonnements cosmiques. Et on est vraiment dans de la pure hard SF. Et ça, j'adore parce que c'est très rafraîchissant. On n'a pas de pistolet laser ou de piou-piou dans tous les sens. Là, on est vraiment dans quelque chose de très réaliste en fait. C'est un peu le Gravity de l'animé japonais. Mais carrément. Là où la série fait fort, c'est que c'est une série qui fait réfléchir sur le sens de l'existence humaine dans l'univers. Elle pose des questions éthiques comme la responsabilité de l'homme face à l'environnement spatial ou le respect des travailleurs. Elle montre aussi des difficultés et les joies de vivre dans un espace comme un espace clos comme une station spatiale, vivre l'isolement, la pesanteur. À côté, on a la beauté des étoiles qui contraste dans cet univers forcément très très noir et très très vide. Elle propose une vision optimiste de l'avenir où l'humanité a pu se débarrasser de ses conflits et de ses limites pour explorer de nouveaux horizons en faisant des alliances, des choses comme ça. Le côté émotionnel est très présent et bien traité. La série fait ressentir aux spectateurs des sentiments des personnages qui sont attachants et crédibles. On parle de leur joie, leur peine, leurs espoirs, leurs craintes. On les voit évoluer, mûrir, se remettre en question, se réconcilier ou se séparer. On voit aussi faire face à des situations dramatiques comme la mort, la trahison, le sacrifice, le deuil. La série utilise différents procédés pour créer l'émotion et elle réussit à chaque fois. La musique déjà est composée par Kotaro Nagawa qui a su créer des mélodies adaptées à chaque scène, qu'elles soient joyeuses ou tristes, tendues ou romantiques, car il y a un peu de romance aussi dans cette série. Les couleurs aussi qui sont choisies avec soin pour refléter l'ambiance et le ton de la série. Par exemple, les scènes dans l'espace sont souvent dominées par du bleu et du noir pour montrer la froideur et la solitude de l'environnement spatial, en contraste avec cette station spatiale qui est beaucoup plus colorée, par exemple. Et pour finir, l'animation des personnages est très expressive grâce au travail remarquable des animateurs du studio Sunrise. Sachant que cette série est sortie en 2004, donc il y a quasiment 20 ans maintenant, je trouve qu'elle a quasiment pas vieilli. Alors oui, certes, certains effets spéciaux en images de synthèse se voient, mais au-delà de ça, c'est vraiment très très regardable. La série aborde aussi des thèmes émotionnels universels comme l'amour, l'amitié, la famille, la quête de soi, et montre aussi l'importance de l'amitié qui permet aux personnages de se soutenir mutuellement et de surmonter les épreuves. Enfin, la quête de soi des personnages qui recherchent à réaliser leurs rêves et à trouver leur place dans ce monde. Donc c'est une belle série que je recommande. C'est une série déjà que je recommande aux amateurs de science-fiction et d'animation japonaise, mais pas que. Si vous n'êtes pas sensibilisé à ce genre de série, c'est une série qui peut plaire et qui peut intéresser car ces thèmes sont tellement universels et ces personnages tellement attachants qu'on peut faire fi du skin spatial et juste la suivre pour la qualité d'écriture de ces personnages. C'est une œuvre originale, intelligente et émouvante qui offre une expérience unique et enrichissante. C'est une série qui fait rêver, qui donne envie de voyager dans l'espace. Elle fait également réfléchir aussi sur le sens de la vie et ses propres rêves, et c'est une série qui fait du bien à l'âme en fait, voilà, c'est qui donne envie de croire en l'avenir de l'humanité et d'être optimiste, surtout dans ces temps plus compliqués, on va dire. Ouais, franchement, je vais donner un exemple à ce que tu dis. C'est notre exemple à nous. Donc, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui m'as fait découvrir cette série. Je suis pas fan de SF. Moi, c'est plutôt l'heroic fantasy. Et tu m'as dit, regarde ça se passe dans l'espace. Tu vas suivre des éboueurs de l'espace. Là, je t'ai regardé, je t'ai dit, mais Kira, tu me connais vraiment? Tu m'as dit, vas-y. Et je le dis, aujourd'hui, j'assume les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. C'est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, c'est un des meilleurs animés que j'ai vu. Pour deux raisons que tu as très très bien citées, que tu as bien mis en avant. On parle du quotidien des personnages, donc on s'y attache, et on traite de thèmes universels qui vont intéresser absolument tout le monde, avec des passages extrêmement poignants. Je vais pas évidemment spoiler, mais ça fait partie, moi en tout cas, de mes séries préférées, de mes séries coup de cœur, que tu m'as fait découvrir en plus. Alors oui, et puis cet épisode a été peut-être difficile à écrire parce que je me suis dit, j'ai vu cette série la dernière fois il y a 15 ans et est-ce qu'elle est toujours aussi bien que dans mes souvenirs? Et en fait, je l'ai trouvée même encore mieux. Je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. Et j'ai découvert des personnages que j'avais oubliés et ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir et de revivre cette aventure. Et c'est une de mes séries préférées également. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, je voulais trouver le moment et c'est le moment en tout cas. Donc si je peux vous donner un conseil, regardez Planète.
C'est pas trouvable sur les plateformes de streaming malheureusement, mais le coffret DVD doit être à 15 € pour l'intégrale. Ça vaut vraiment le coup et vous serez pas déçus en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux ou même en commentaire. Je serais ravi de vous lire pour avoir votre avis là-dessus. Et c'est disponible en manga aussi, chez Panini Manga, moi j'ai l'intégrale. En 3 tomes de mémoire, c'est des perfectes éditions, des très très beaux ouvrages. Et tu sais Kira, tu as réussi déjà avec moi parce que je vais relire le manga là. Je suis chaud bouillant. J'aime trop cette série, donc déjà moi tu m'as convaincu de m'y remettre. Bon, en tout cas c'est bien. J'ai déjà une personne. Au moins t'en as une à ton compteur qui va relire du coup Planète, qui est un incroyable chef-d'œuvre. Eh ben écoute, sur cette note pleine d'espoir, parce que là où elle fait du bien, Planète, c'est une série qui donne de l'espoir. On conclut notre épisode. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs ? Merci à vous de nous supporter. J'espère que c'est pas trop dur. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine et on vous concocte pas mal de petites choses intéressantes dans les prochaines semaines prochains mois en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous partager, surtout ça fait plaisir. Et avec Kira, cette semaine on a fait on fait pas trop de teasing mais un peu quand même. On a fait le planning de ce que l'on prépare et c'est vrai qu'il y a de la grosse chronique qui arrive quand même. Là, on est chaud pour cette deuxième saison. Donc, à part vous témoigner une nouvelle fois toute notre reconnaissance de nous écouter, écoutez, il y a plein de choses qui nous attendent. Donc, je vous souhaite moi aussi une très très bonne semaine. Allez, à très bientôt. On se dit à très vite. Ciao. Ciao.